Comment ils vont? Ce scandale pourrait bouleverser la saison 2026 de F1. Quand je parle de scandale, je ne parle ni de triche, ni d'illégalité. Je parle d'une faille du règlement qui pourrait tout changer. Une faille suffisamment sérieuse pour diviser les motoristes, mobiliser la FIA et concerner plus de la moitié de la grille. Parce qu'en 2026, vous le savez, la F1 change tout. Nouveau moteur, nouvelles règles et une promesse: repartir sur des bases plus justes. Sauf que cette faille pourrait permettre à certains de prendre un avantage impossible à rattraper en 2026 et potentiellement sur toute l'ère réglementaire si elle n'était pas régulée. D'ailleurs, la FIA a pris une décision et on va se le dire, quelle que soit la décision finale, les conséquences pourraient se faire sentir bien au-delà d'un simple Grand Prix. En vrai, ça pourrait être énorme et potentiellement catastrophique pour le spectacle. Alors avant de parler du verdict, il faut d'abord comprendre exactement de quoi on parle, comment on en est arrivé là et pourquoi ce débat est devenu aussi explosif. Allez, on en parle. Les gars, on a dépassé les 230 000 abonnés, c'est incroyable, merci et bravo à tout le monde. Maintenant, on vise les 240 avant le début de la saison. Pour ça, va falloir cliquer sur le bouton abonnement qui est juste en dessous de la vidéo. C'est gratuit et ça nous aide vraiment beaucoup. Laisse-nous aussi ton meilleur pouce levé et on sera bon. Bouge pas, il y a un petit placement de produit. Le sponsor de cette vidéo, c'est Vichy. On parle souvent du stress des pilotes de F1, les murs proches, le chrono, tout ça. Mais les gars, c'est quoi claquer un temps sans toucher les murs à Monaco à côté de vous sortir les vidéos à l'heure? Le stress, je le connais moi aussi, moi je vous le dis. Entre les tournages, les deadlines, les vidéos à sortir, les journées qui s'enchaînent, il y a des moments où la pression elle monte vite. Et quand ça arrive forcément, le corps il réagit. On va se le dire, je me mange des petits coups de chaleur quoi. Et perso, ce que je cherche dans ces moments-là, c'est un truc efficace. Et c'est pour ça que j'utilise le déodorant détranspirant Vichy 72 heures. Ce que j'aime bien, c'est que c'est efficace sans être agressif. Ça aide à gérer les pics de transpiration liés au stress, ça limite l'humidité, et surtout c'est formulé pour les peaux sensibles. Quand je suis sous les lights du studio ou juste avant d'appuyer sur REC, le dernier truc dont j'ai envie, c'est être mal à l'aise. Je peux vous dire que l'été, sans la clim, vous sortir une vidéo sans avoir l'air d'être en nage, c'est pas évident les gars. Ça se voit pas, mais on travaille fort pour que ça n'arrive pas. Avec le déodorant Vichy détranspirant 72 heures, c'est simple. Tu l'appliques et tu n'y penses plus. Les gars, même quand je me fais des longs courriers en avion, j'arrive, je suis frais. Prêt à aller au circuit, direct. Et honnêtement, c'est exactement ça que j'attends d'un déo. Si vous voulez jeter un œil, je vous mets le lien en description. Bonne vidéo. Avant même que les nouvelles F1 2026 ne prennent la piste, un conflit technique majeur est déjà en train d'émerger. Ce conflit ne concerne pas l'aérodynamique, il ne concerne pas le châssis, il concerne le moteur. Plus précisément, une règle très précise du nouveau règlement moteur. Vous le savez, pour la saison 2026, la Formule 1 introduit un nouveau moteur thermique profondément modifié, intégré dans une architecture beaucoup plus électrifiée. Ce moteur est conçu pour fonctionner avec un carburant 100% durable, il est aussi fait pour fonctionner dans un cadre réglementaire beaucoup plus strict. Parmi ces règles figure une limite claire sur le taux de compression du moteur thermique. J'expliquerai ce que c'est un tout petit peu plus tard, vous allez tout savoir. Pour 2026, le règlement fixe ce taux de compression à 16 pour 1. Cette valeur est inférieure à celle associée au moteur hybride de 2025, puisqu'on parlait plus de 18 pour 1 pour l'ancienne génération. L'objectif affiché de cette limitation est simple: réduire la pression thermique, réduire la complexité et éviter une escalade technologique coûteuse dès le début de la nouvelle ère. Sur le papier, cette règle elle est claire. Chaque moteur doit respecter ce plafond de 16 pour 1. Le problème, ça serait la manière dont cette règle serait appliquée et contrôlée. En fait, d'après ce que j'ai pu comprendre, parce qu'évidemment je suis pas ingénieur, la conformité du taux de compression repose sur une méthode de mesure bien définie. Et c'est précisément cette méthode qui est aujourd'hui au centre du débat. En fait, certaines équipes estiment que cette méthode-là, justement, laisse une marge à l'interprétation. Une marge suffisante pour permettre à certains motoristes d'obtenir un fonctionnement réel différent de ce que la règle semble imposer. Ça ne porterait pas sur un dépassement frontal de la limite, mais plus sur la manière dont le moteur se comporterait dans ses conditions réelles de fonctionnement. En particulier lorsque le moteur est chaud et quand il fonctionne dans des phases spécifiques liées à l'hybridation. Je sais comme ça paraît un peu flou, mais vous allez comprendre. En fait, ce qu'on comprend, c'est que certaines solutions techniques permettraient de respecter la règle lors des contrôles, tout en obtenant un comportement différent en conditions dynamiques, donc avec des performances plus élevées. Vous voyez un peu le délire. Donc on respecterait la limite quand la FIA contrôle, mais sur la piste on serait hors cadre. Cette hypothèse, elle repose notamment sur le comportement de certains composants à haute température. Ici, on parlerait de dilatation thermique. Autrement dit, des pièces qui ne se comporteraient pas de la même manière à froid et à chaud. Alors à ce stade, aucun motoriste n'est officiellement accusé de triche. En soi, c'est pas du tout le bon terme, puisqu'en soi, il respecterait le règlement. Là, on est dans un débat sur l'interprétation de la règle, pas sur une violation avérée. Mais cette discussion a pris une ampleur particulière pour une raison très simple. En fait, les noms cités ne sont pas anecdotiques. Mercedes et Red Bull. Et si cette interprétation du règlement s'avérait valide, l'impact ne concernera pas uniquement deux équipes. Mercedes fournit des moteurs à Mercedes évidemment, mais aussi à McLaren, Alpine et Williams. Red Bull, elle, fournit ses moteurs à Red Bull Racing et à VCARB. Et si on fait les calculs, ça fait 6 équipes sur les 11 présentes sur la grille. Vous avez capté, Ferrari n'est pas concerné d'ailleurs. Les gars, le fait qu'on parle de ces deux noms est fondamental, parce que ça signifie que cette question ne peut pas être traitée comme un simple détail technique isolé, puisqu'elle touche potentiellement l'équilibre global du championnat. C'est aussi évidemment pour cette raison que les autres motoristes ont réagi. Et oui, Ferrari, Audi et Honda ont exprimé des inquiétudes formelles à la FIA. Normal. Ils estiment que si cette interprétation est validée telle qu'elle, elle pourrait créer un déséquilibre
dès le début de la nouvelle ère. Et ce déséquilibre serait d'autant plus problématique que les moteurs 2026 entrent dans un cadre de développement très serré. Il y a une question de timing très importante, les gars. J'ai même envie de vous dire essentielle. Là, on est vraiment proche de phase clé du projet moteur 2026. L'homologation des moteurs, le verrouillage progressif des concepts et l'entrée dans une période où corriger une erreur devient extrêmement complexe. C'est dans ce contexte que la FIA a décidé d'intervenir. Une réunion technique spécifique a été organisée avec les motoristes. Objectif, clarifier l'interprétation du règlement et déterminer si cette zone grise doit être verrouillée ou non. D'ailleurs, cette réunion, elle a eu lieu et elle a donné ses réponses. On parle de ça en fin de vidéo. Parce que clairement, ça peut tout changer. Après les gars, encore une fois, aucun moteur n'a été comparé en piste dans des conditions strictement identiques. Personne ne connaît précisément l'ampleur de l'avantage potentiel. Après, personne ne conteste non plus que si cet avantage existe et qu'il est structurel, il pourrait avoir des conséquences majeures. C'est exactement pour ça que le sujet est devenu aussi sensible. Parce que là, il ne s'agit pas seulement de savoir qui a raison d'un point de vue technique, il s'agit de savoir si la Formule 1 peut se permettre d'entrer dans une nouvelle ère avec une interprétation qui divise déjà profondément ses acteurs. Voilà le décor. On a une règle claire sur le papier, une méthode de contrôle contestée, des interprétations opposées et une FIA placée face à une décision qui pourrait peser très lourd sur toute la saison 2026. Pour comprendre pourquoi ce débat est devenu aussi sensible, il faut rentrer dans le cœur du sujet. Le taux de compression. C'est l'un des paramètres les plus fondamentaux d'un moteur thermique. Le taux de compression, il correspond au rapport entre le volume du cylindre lorsque le piston est en bas et le volume du cylindre lorsque le piston est en haut. Plus ce taux est élevé, plus le mélange air-carburant est comprimé avant l'allumage, et plus cette compression est élevée, plus la combustion peut être efficace. Mais aussi, plus elle est complexe à maîtriser. C'est pour cette raison que le taux de compression est strictement encadré en Formule 1. Pour la réglementation 2026, une limite claire est inscrite dans le règlement. Aucun cylindre ne peut avoir un taux de compression géométrique supérieur à 16 pour 1. Ce chiffre, c'est une référence centrale du nouveau moteur. Il est inférieur à ce qui est généralement associé au moteur hybride d'avant, souvent évoqué autour de 18 pour 1 comme point de comparaison. Sur le papier, la règle est simple, tout le monde est soumis au même plafond. Du coup, le problème, c'est pas la règle elle-même, c'est la manière dont elle est appliquée. Et en fait, surtout la manière dont elle est contrôlée. Ça, vous l'aurez compris. Le taux de compression défini par le règlement est un taux de compression géométrique. Il repose sur des dimensions mesurées dans des conditions bien précises. Le truc, c'est qu'un moteur ne fonctionne jamais dans des conditions figées. Il fonctionne à haute température, sous de fortes contraintes et en interaction permanente avec les systèmes hybrides. C'est là que la zone grise apparaît. Parce que le règlement encadre le taux de compression tel qu'il est mesuré, mais il ne verrouille pas totalement le comportement réel du moteur dans toutes ses phases de fonctionnement. Il y a un autre élément qui rend ce débat encore plus complexe, c'est le contexte spécifique du moteur 2026. En 2026, le moteur thermique ne fonctionne plus seul, ça vous le savez, puisqu'il est étroitement lié à une part électrique beaucoup plus importante qu'avant, donc, puisqu'on est sur à peu près du 50-50. Et cette hybridation, elle change profondément la manière dont le moteur est utilisé. Certaines phases de fonctionnement deviennent critiques, et dans ces phases, l'efficacité prime sur la puissance brute. Le gain potentiel ne se mesure donc pas en chevaux supplémentaires, il se mesure en rendement, en capacité à tirer plus d'énergie utile d'une même quantité de carburant, en capacité à mieux gérer les transitions entre thermique et électrique. C'est pour ça que ce débat est si difficile à quantifier. Là, on parle pas d'un gain simple, visible, mesurable immédiatement, on parle d'un avantage structurel. Un moteur qui consomme mieux, qui récupère mieux, qui déploie son énergie de manière plus efficace, et ce type d'avantage, évidemment, en F1, c'est extrêmement précieux. Alors à ce stade, personne ne peut chiffrer précisément cet avantage, même si on a entendu parler de dixièmes gagnés par tour, ce qui serait énorme s'il y en a plusieurs, mais donc tout le monde comprend qu'il pourrait exister. Voilà, donc vous voyez ce qui fait du taux de compression un élément aussi explosif en ce moment. Il est vraiment à la frontière de ce qui est possible et ce qui n'est pas possible en fait. C'est ce qu'on appelle un loophole en anglais, une zone grise en français. En F1, des zones grises, il y en a toujours, il y a des équipes qui savent les exploiter. En vrai, elles sont pas ignorées très longtemps en général. Le problème dans ce cas-là, c'est qu'elles concernent un élément central, fondamental, structurel, le moteur. Voilà pourquoi ce débat est si important. En fait, il touche tout simplement à l'équilibre de la nouvelle ère. Les gars, je vous coupe dans la vidéo juste pour vous demander un petit truc. Si cette vidéo vous plaît, si vous apprenez des choses, cliquez sur l'abonnement, laissez-nous un grand pouce levé, ça nous aide énormément, ça fait grandir la chaîne. C'est gratuit, vraiment, merci infiniment. On reprend la vidéo. À ce stade, une question s'impose, évidemment. Qui est vraiment concerné par cette faille? La réponse est simple. Beaucoup de monde. Tout le monde en fait. Les 6 équipes concernées évidemment, et les 5 autres par extension si elles souffrent d'un déficit. Vous avez capté, ce débat il touche les motoristes, donc en fait, tout le monde. Et Pirelli qui est tranquille dans cette histoire. C'est ce qui fait que l'ampleur du sujet est si grande. D'un côté, certains motoristes estiment avoir interprété le règlement de manière optimale. Ils considèrent être restés dans les clous, donc rien n'interdit explicitement leur approche. Donc ils ont simplement fait ce que la F1 a toujours encouragé, c'est-à-dire exploiter les zones grises. Et de l'autre côté, on a d'autres motoristes, donc ceux qui restent, qui ont suivi une lecture un peu plus stricte. Ferrari, Honda, Audi. Eux, ils ont construit leur moteur en respectant l'esprit du texte. Ils n'ont pas cherché à exploiter ce type de zone grise, ou ils l'ont pas vu en vrai, et aujourd'hui, ils craignent que cette différence d'interprétation ne crée un déséquilibre majeur. C'est là que le débat devient politique. Parce que la plupart des motoristes ne motorisent pas qu'une seule équipe. Il n'y a qu'Honda et Audi dans ce cas-là.
Quand un motoriste prend un avantage structurel, cet avantage ne se limite pas qu'à un seul garage. Il se diffuse, il se multiplie, et il peut concerner la moitié du plateau. Encore une fois ici, on parlerait de 6 équipes. Dans ce contexte, une décision qui favoriserait une interprétation plutôt qu'une autre ne toucherait pas seulement 2 acteurs, elle toucherait l'ensemble des équipes, et donc l'équilibre global du championnat. C'est précisément pour cette raison que certaines marques ont réagi très tôt. Pour elles, évidemment, le problème n'est pas de savoir si cette solution est ingénieuse, le problème c'est de savoir si elle est compatible avec l'objectif affiché de la réglementation 2026. Un objectif censé favoriser une compétition équilibrée et une nouvelle ère plus stable. Et oui, les 4 équipes qui ne sont pas concernées par cet avantage-là, elles considèrent que si cette interprétation est validée, elles se retrouveraient en déficit dès le départ. Un déficit qui serait extrêmement difficile de combler par la suite, puisqu'il y a un budget cap dont les moteurs font partie. Donc pas parce qu'elles auraient mal travaillé, mais bien parce qu'elles auraient respecté le règlement de manière plus conservatrice, et elles l'auraient suivi à la lettre en fait. C'est ce sentiment d'injustice potentielle qui alimente la tension actuelle. Ce débat, du coup, il oppose pas les équipes contre la FIA, il oppose des visions différentes de ce que doit être la F1 en 2026. Une Formule 1 où l'interprétation maximale est récompensée, ou une Formule 1 où certaines zones sont volontairement verrouillées pour préserver l'équité. La situation, elle est d'autant plus délicate que le calendrier ne joue pas vraiment en faveur d'un compromis facile. Les moteurs 2026 sont déjà très avancés dans leur développement, les choix d'architecture ont été faits, les investissements ont été engagés, et revenir en arrière n'est pas une simple question de réglage. C'est une remise en cause profonde de concepts entiers. Dans ce contexte-là, les gars, chaque option comporte un risque. Si la FIA décide de verrouiller la règle de manière plus stricte, certains motoristes, donc Red Bull et Mercedes pour ne pas les citer, devront revoir leur copie, avec des conséquences techniques, financières et sportives importantes. Alors que si la FIA décide de laisser l'interprétation actuelle telle qu'elle, d'autres motoristes estimeront avoir été pénalisés pour avoir suivi l'esprit du règlement. Et dans les deux sens, le sentiment d'injustice est inévitable. C'est pour ça que c'est une situation compliquée, les gars. Cette situation, elle touche à la crédibilité du cadre réglementaire, à la confiance entre la FIA et les motoristes, et à la perception de l'équité sportive par les équipes et les fans. Quand une décision concerne potentiellement 6 équipes sur 11, ça peut pas vraiment être neutre. Elle crée forcément des gagnants et des perdants et elle laisse des traces. Voilà pourquoi le débat est aussi tendu et pourquoi il est suivi avec autant d'attention dans le paddock. Parce que là, les gars, au-delà du taux de compression, c'est la manière dont la Formule 1 gère ses transitions réglementaires qui est en jeu. À ce stade, une chose est claire, ce débat ne concerne pas un détail technique marginal. Il concerne directement la manière dont les voitures vont se battre en piste en 2026. Parce que là, cette année, tout change. Et la performance, elle se résumera plus à la vitesse maximale. Elle va se jouer dans la durée, dans la gestion de l'énergie, dans la capacité à attaquer au bon moment et à défendre sans se mettre en difficulté. C'est ce truc-là qu'il faut comprendre et c'est ça qui rend cette histoire de taux de compression si importante. Le moteur thermique et le système électrique fonctionnent en permanence ensemble. Chaque accélération consomme une ressource limitée, chaque phase d'attaque doit être anticipée. Chaque tour impose des choix. Dans ce contexte, un moteur efficace ne gagne pas forcément plus de chevaux, il gagne du contrôle. Il permet de déployer plus d'énergie quand les autres doivent lever le pied. Il permet de défendre plus longtemps sans compromettre la suite de la course. Et c'est exactement là que les conséquences sportives deviennent majeures. Si une équipe dispose d'un moteur capable d'extraire plus d'énergie utile à partir de la même quantité de carburant, cette équipe n'est pas seulement plus rapide, elle est plus libre. Elle peut choisir quand attaquer, elle peut choisir quand défendre, et surtout, elle peut imposer son rythme aux autres. Sur une course entière, cet avantage, il est colossal. Parce que s'il ne se verrait pas forcément toujours sur un tour lancé, il se verrait sur la répétition. En vrai, peut-être malheureusement pour le spectacle, ce type d'avantage, il ferait toute la différence. Il peut transformer une voiture compétitive en référence, et une voiture correcte en F1 condamnée à subir. Les conséquences, ça s'arrête pas là. Évidemment, tout ça aurait un impact sur la hiérarchie globale du championnat. Si un motoriste prend un avantage structurel dès le départ, et si cet avantage est intégré au cœur du concept moteur, il devient extrêmement difficile à compenser par d'autres moyens. Parce que l'aéro, elle est aussi encadrée, parce que les budgets sont plafonnés, et parce que certaines décisions prises au début de l'ère réglementaire ne peuvent pas être corrigées facilement. Alors on peut toujours essayer de trouver des solutions aéro qui vont un tout petit peu compenser. Typiquement un génie comme Newey peut sortir un lapin du chapeau, mais en vrai on a vu les limites de cet aspect en 2014. Disons-le mesdames et messieurs, dans ce scénario la hiérarchie pourrait se figer très tôt. Pas forcément de manière absolue, j'espère vraiment pas, mais au moins suffisamment pour conditionner une, voire peut-être 2 saisons. C'est là que la gravité du débat apparaît pleinement. Limite, peut-être que le point positif, c'est que c'est Mercedes et Red Bull, ce qui fait 6 équipes, puisque Mercedes a énormément d'équipes. Si on veut voir le verre à moitié plein, on peut le voir comme ça. Mais bon, c'est vrai que c'est quand même assez sérieux tout ça. Je vous le répète, on parle pas d'un avantage ponctuel, on parle d'un avantage qui pourrait définir la manière dont les courses sont disputées, dont les stratégies sont construites et dont les championnats sont joués. Même si perso, je pense que ça serait régulé après une saison. Il y a aussi une conséquence qu'on a tendance à sous-estimer, c'est l'impact psychologique. Parce que quand une équipe sait qu'elle est structurellement désavantagée, même si certains diront, et je l'entendrai, qu'ils ont moins bien bossé, eh ben elle ne se bat pas de la même manière, elle prend plus de risques, et souvent, elle subit. Quoi qu'il en soit, le spectacle en pâtit. A l'inverse, évidemment, une équipe qui sait qu'elle dispose d'un moteur plus efficient peut permettre de contrôler la course, de fermer le jeu et de limiter les opportunités pour les autres. Dans un championnat censé partir sur des bases plus équilibrées, c'est quand même embêtant. Encore une fois, le mot est faible. Les conséquences concernent aussi les relations entre les équipes et les motoristes. Si un motoriste domine grâce à une interprétation du règlement, les équipes clientes deviennent dépendantes. Si tu as un moteur qui fonctionne pas, peut-être que tu vas en vouloir à ton motoriste. Et tu vas peut-être aller chercher ce qui marche.
Ça pourrait compter aussi. Et enfin, il y a une conséquence institutionnelle. Si la FIA laisse une zone grise produire un avantage aussi déterminant, elle envoie un signal clair. Celui qui interprète au mieux, celui qui exploite les zones grises, est récompensé, même si ça va à l'encontre de l'esprit du règlement. A l'inverse, si la FIA décide de verrouiller cette zone, elle envoie un autre signal. Celui que certaines libertés ne sont pas acceptables, même si elles sont techniquement défendables. Dans les deux cas, en vrai, l'impact, il est énorme. Il touche à la manière dont les équipes abordent les règlements futurs et à la confiance qu'elles accordent au cadre imposé. C'est pour toutes ces raisons que ce débat est aussi sensible. Parce qu'il ne s'agit pas simplement de décider si une solution est autorisée ou non, il s'agit de décider de quel type de Formule 1 on veut pour 2026. Une F1 où l'ingéniosité prime quitte à créer des écarts, ou une Formule 1 où certaines zones sont volontairement verrouillées pour préserver l'équilibre. Avant même que la FIA ne tranche, les conséquences sont déjà là. Parce que ce débat, il a révélé une chose essentielle. En 2026, le moteur ne sera pas qu'un outil de performance, il sera un facteur déterminant du spectacle. Même si en soi on le savait, cette histoire l'a encore une fois prouvé. Je vous l'avais dit, la FIA devait rencontrer les équipes sur un entretien consultatif en rapport avec cette histoire d'interprétation du règlement moteur. C'était un meeting hyper important, très attendu, et il en est ressorti quelque chose de crucial. Et oui, la FIA aurait tranché, le règlement ne sera pas modifié à ce stade. Les solutions actuellement développées sont considérées comme légales. Il n'y aura pas d'interdiction rétroactive aujourd'hui, il n'y aura pas de clarification restrictive immédiate. La FIA a fait le choix du statu quo. Et elle fait ce choix pour plusieurs raisons. Parce que c'est trop tard déjà, c'est-à-dire qu'on est trop proche de la saison pour modifier la structure de ces moteurs. Ça engendrerait des coûts énormes, le temps n'est pas là, et c'est pas de la faute des équipes en vrai. Et puis il y a aussi une question juridique. Modifier le cadre maintenant exposerait la FIA à des recours dès le début de la saison, puisque ces équipes auraient de quoi se défendre. La priorité a donc été donnée à la stabilité, même si ça implique d'accepter une situation contestée sur le plan sportif. Concrètement, ça veut dire que les motoristes ayant développé leur moteur selon cette interprétation peuvent continuer et que ceux qui ont suivi une lecture plus conservatrice du règlement ne bénéficieront d'aucune compensation pour le moment. La saison 2026 démarrera donc avec ces moteurs-là et la hiérarchie qui en découlera se jouera sur la piste. Maintenant, une précision importante les gars, cette décision ne signifie pas que la situation est figée pour toujours, la FIA se réserve la possibilité d'intervenir plus tard. Notamment via des clarifications techniques ou des ajustements ciblés qui peuvent se faire en cours de saison ou plus probablement en vue de la saison prochaine. Le truc c'est que vous l'imaginez, ces interventions, si elles ont lieu, elles prendront du temps et elles n'effaceront pas forcément un éventuel avantage pris dès le départ. C'est là que la question du rattrapage devient centrale. Dans une ère moteur aussi encadrée, les moteurs ne sont pas gelés et vous avez compris qu'il y a un budget de cap à respecter. Rattraper un déficit initial peut prendre plusieurs saisons, voire ne jamais être totalement possible. Pas parce que les autres équipes travaillent moins bien, mais parce que certaines décisions de conception sont structurelles. Après, sur le papier, rien n'empêche un motoriste de s'inspirer d'une solution existante, et si ça marche pour Mercedes et Red Bull, c'est ce qui va se passer. Et bon, en pratique, copier un concept moteur prend du temps et coûte cher, et ça n'offre aucune garantie de succès. Alors vous allez sûrement me demander ce que j'en pense, et en vrai, je vois pas comment la FIA aurait pu faire autrement. Je ne vois pas à quel moment elle aurait pu interdire ce moteur à 1 mois et demi du début de la saison. Les équipes ont trouvé la zone grise, les gars, désolé de vous le dire, mais elles ont fait leur travail. Elles ont innové, et c'est la F1. En vrai, dans un sens, c'est un échec pour la FIA qui aurait dû voir venir cette interprétation. Après, on se retrouve toujours dans le même schéma. Les équipes sont hyper agressives, ont beaucoup plus de moyens, et leurs ingénieurs ont plus d'armes que ceux de la FIA. C'est dommage, mais c'est comme ça. Après, pour le coup, s'il y a un gros écart, la FIA régulera, ça prendra du temps, mais elle le fera. En vrai, là, on parle, mais on ne sait même pas si les moteurs qui atteindront ce taux de compression vont marcher. J'imagine que vous êtes en train de vous dire que ça va être nul, mais pas de panique. Parce que ce moteur, il va falloir l'intégrer, le faire marcher. Il est central et essentiel, mais il n'y a pas que lui dans ces voitures. Les équipes peuvent avoir d'autres problèmes, tout est possible. Donc ne partons pas avec des a priori négatifs, pour le moment on ne sait rien. L'aéro peut compenser, les autres peuvent développer, revenir, innover. Ferrari ne dit rien, on n'a pas du tout entendu Aston à part Honda qui a développé un moteur très secret, tout est possible. Et puis au pire, on a quand même 6 équipes qui pourraient se battre pour la victoire, puisqu'on a Red Bull qui en motorise 2 et Mercedes qui en motorise 4. C'est peut-être mieux que si on avait juste eu Honda qui avait découvert ce loophole. Donc voilà, on en est là, rien n'est fait encore, mais c'est vrai que cette histoire pourrait avoir un sacré impact sur cette saison de F1. Voilà, merci à tous de m'avoir écouté, j'espère que cette vidéo vous a plu, laissez-moi un pouce bleu, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. N'oubliez pas d'aller voir mes dernières vidéos que vous n'aurez pas vues, dites-moi tout, et on s'abonne. Allez, ciao!